Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonne année 2023 à toutes et à tous. Mon nom est Ruben Antoine et je suis très heureux de vous retrouver dans la nouvelle saison du podcast L'Investisseur transformé. J'espère que vous avez eu un joyeux temps des fêtes avec votre famille. Là, comme vous le savez, on est dans la période de résolution. Plusieurs personnes se remettent en question. On se met à repasser à travers la dernière année et ses défis. On se demande où et quand on a peut-être perdu notre voie ou on se met à repenser là où on est rendu dans la vie et on réévalue nos relations familiales, amicales, professionnelles et surtout, comme on le sait, on se donne de nouveaux objectifs. Cette remise en question-là, ça peut se traduire, quand ça se fait bien, par une redécouverte de soi et de notre bonheur personnel à nous. Donc, aujourd'hui, on va explorer comment notre relation avec l'argent peut révéler justement notre vraie nature, nos peurs, nos insécurités et qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux. Mon invité pour en parler est celui qu'on nomme le yogi de Wall Street. Donc, Éric Giasson, il est ancien professeur de yoga, 4 fois Ironman et père de 7 enfants, mais aussi un homme qui s'est rendu au sommet du secteur financier au Canada et aux États-Unis. À l'âge de 28 ans, il était déjà le vice-président chez Morgan Stanley à New York et ensuite gestionnaire d'un pupitre d'obligations à l'âge de 32 ans dans les années 90. Puis, il a été chef de placement pour une firme d'investissement vers 37 ans pour ensuite aller travailler pour le plus grand hedge fund macro au monde, Brevan Howard. Durant ce parcours, Éric, il a géré des centaines de millions de dollars et il a été rémunéré dans les salaires dans les 7 chiffres. Mais tous ces succès remarquables-là sont entourés d'échecs retentissants et d'épreuves de la vie comme la perte d'emploi prestigieux, le cancer, le divorce, la dépression, les pensées suicidaires et plusieurs autres défis justement qui ont ramené Éric proche de sa personne humaine. Maintenant, Éric, il est coach exécutif et d'affaires, conférencier et il est auteur de 2 livres justement que j'ai lus qui sont vraiment bons. Le premier s'appelle le titre « Le courage de réussir » et le deuxième « Nourrir sa tête sans affamer son cœur ». Ces 2 ouvrages-là, ils proposent un processus clair et simple pour atteindre ses objectifs professionnels tout en restant connecté au côté humain de son soi-même. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier cette belle conversation avec Éric Giasson où on touche les sujets de l'argent, du succès, mais aussi de l'échec, de l'hyper-performance, de la santé mentale, mais surtout du bonheur. Bonne écoute! Bonjour Éric, je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Salut Ruben, merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis vraiment content. Merci d'avoir accepté. Écoute, j'ai déjà donné un peu de détails sur toi en intro et les auditeurs, c'est ceux qui vont apprendre plus sur toi durant notre discussion. Mais j'aimerais qu'on commence notre conversation avec, j'aimerais avoir ta définition personnelle en fait sur 2 mots qui sont souvent utilisés sur tous les lèvres puis qui vont être les thèmes de notre conversation aujourd'hui. Donc, le premier mot, c'est argent. Si je te dis argent, tu penses quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi si je te dis en 1 ou 2 mots? Merci Ruben pour la question, mais pour moi, l'argent en ce moment n'est pas symbole de bonheur et n'est pas égal au bonheur, mais est une unité pour me donner une certaine liberté, flexibilité, me permettre de payer mes comptes. Là, tu sais. Si tu le dis en quelques mots, j'ai compris liberté, flexibilité, mais pas nécessairement une unité du bonheur. Vraiment pas de mesure de bonheur. OK, parfait. Puis justement, j'ai dit 2 mots. Mon deuxième mot, je pense que tu l'as touché, c'était si je te dis bonheur. Quelques mots, ça représente quoi pour toi? Mais c'est ça la clé importante là-dedans. Mais bonheur pour moi, ça part de ton prisme, ça part de toi. Ça part d'une capacité de s'aimer, de s'accepter inconditionnellement. Puis à partir de cet endroit-là d'acceptation sécuritaire, de support, mais là tu peux faire des choix conscients plutôt que des choix inconscients en réaction à ton instinct de survie, à qui tu penses que tu es, à te mesurer aux autres.
C'est là que l'argent peut être mélangeant là-dedans, parce que tu t'imagines, je veux dire, quand tu es dans ton inconscient, dans ton ego, dans ton rôle, dans ce qui te différencie des autres, tu t'imagines que ceux qui sont plus élevés, là, dans une certaine hiérarchie, plus d'argent, plus des gros jobs, des plus grosses voitures, des plus grosses maisons, qui ont de l'air heureux. Mais tout ça part de ton prisme. Fait que pour moi, le bonheur, ça part de s'aimer, s'accepter au-delà de ce que tu fais, au-delà du montant d'argent. Inconditionnellement. Ça veut pas dire que tu es parfait, ça veut pas dire que tu es cocky ou arrogant. Ça veut juste dire de s'aimer tel qu'on est. Puis à partir de cet endroit-là, mais tu fais des choix cohérents, conscients, qui sont alignés avec ton cœur, tes valeurs et ta mission. Puis pour moi, c'est ça. OK. Je commence avec ça, Eric, parce que comme qu'on va découvrir plus tard, tu as un parcours super impressionnant, mais avec des défis aussi où l'argent et le bonheur, ils se sont entrechoqués beaucoup de fois. Donc, on va prendre le temps d'explorer ces deux concepts, comme j'ai dit plus tôt, comme thème de notre conversation, mais à travers ton histoire et ta vision de la vie. Comme première question, moi, troisième question, mettons, j'aimerais savoir... Première, troisième. C'est ça qui arrive quand t'es sorti la soirée d'avant. Mais... Eric, comme tu le sais, on a tous personnellement notre propre relation avec l'argent. Il y a certaines personnes qui n'ont aucun complexe. Ils vont parler de leurs soucis financiers, mais ou de leur réussite financière à leurs proches, mettons, leur investissement, leurs projets entrepreneuriaux. D'autres vont s'en vanter, ils aiment exposer leurs biens, parler de leurs revenus. Mais il y a aussi une grande partie aussi de la population qui aime garder leur vie financière privée. C'est tabou, c'est même malsain d'en parler. Je sais que toi, tu as travaillé dans des grands centres financiers à Toronto, à New York. Moi, personnellement, j'ai travaillé à Londres où l'argent n'est pas tabou, en fait. Moi, j'aimerais te demander pourquoi tu penses qu'au Québec, l'argent, c'est tabou. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Généralement, là, du moins, il y a un malaise à en parler. Ça, c'est quoi la raison que tu penses que c'est le cas pour nous au Québec? C'est intéressant, mais les gens, de par leur prisme, sont souvent en manque. En vie, comme je le disais tantôt, ceux qui sont plus élevés dans une certaine hiérarchie sociale, monétaire, financière, peu importe, il y a un biais, justement, d'être en manque. Et en même temps, t'as un besoin d'appartenance, t'as un besoin d'être accepté, puis t'as un besoin d'être aimé. Puis le besoin d'être aimé, ben, je l'ai dit tantôt que pour moi, le lien est avec le bonheur. Le besoin d'être aimé, c'est un besoin de survie, c'est viscéral. Les bébés qui ne sont pas tenus, qui ne sont pas embrassés, qui ne sont pas aimés, peuvent en mourir. T'sais. Puis tu sais que si tu t'exposes ton succès, si tu exposes ton argent d'une certaine façon, ben ceux qui jugent, ceux qui sont en manque, vont probablement te juger, vont probablement te renier, te repousser, puis toi, tu vas te sentir exclu de la tribu, tu vas te sentir pas aimé, puis qui vient te chercher dans un besoin de survie. C'est pour ça, d'une certaine façon, qu'on a un problème avec le succès, puis qu'on a un problème avec l'argent, je pense. C'est quasiment ancré un peu dans notre culture ici au Québec par rapport à... Écoute, je ne sais pas si c'est au Québec. Peut-être au Québec d'une certaine façon. Ça, je suis pas historien puis sociologue, mais ça vient peut-être du fait que les Québécois francophones étaient plutôt pauvres et puis c'est les Anglais qui nous contrôlaient. Ça fait que ça vient peut-être de là. Peut-être qu'on a associé notre... Puis là, je vois dans un terrain que j'ai pas fait de recherche, là, mais tu sais, que nous, on est pauvres, puis ceux qui sont riches, ben c'est les autres, c'est les Anglais, puis c'est mal vu, puis nous autres, on est dominés, puis eux autres, c'est les dominants. Fait que peut-être qu'on a ce lien-là, en plus du lien naturel, là, de la peur de se faire juger, de la peur que si on dit qu'on réussit, ben on va se faire juger. Puis ceux qui s'aiment pas, comme je l'ai dit tantôt, puis qui s'aiment pas, puis qui s'acceptent pas, puis qui vivent dans ce qui leur manque, ça leur donne des fois un petit réconfort de descendre le monde, puis de les juger, puis de dire « Oui, ils ont bien beau avoir de l'argent, mais ils sont pas heureux, puis tout ça. » Puis ils pensent qu'eux autres, ça va leur donner une forme de sécurité, puis de reconnaissance, puis de bonheur. Fait que les gens ont une propension à juger, à descendre, mais ça leur appartient. Ce que tu fais avec le jugement des autres, ça t'appartient. Puis moi, cette espèce de fausse humilité-là, quel message que tu t'envoies quand tu as de la misère à assumer ton succès, à assumer ton succès financier aussi d'une certaine façon, puis pas être un show-off, pas le montrer. Mais c'est comme si tu réussis, tu as le droit de te payer des choses, mais tu n'as pas le droit de te montrer. Quel message que tu t'envoies
mentalement puis physiologiquement aussi à ton corps. Là. Tu sais, t'es comme en dissonance, t'es pas en union pleinement puis dans l'acceptation avec qui tu es. Tu sais, puis c'est là que tu vis dans la dualité, puis c'est là que tu te retrouves des fois à réagir puis à compenser. Puis là, les autres vont dire, mais lui, il a l'air fake un peu. Ben oui, mais c'est sûr qu'il est fake. Il peut pas être lui-même parce qu'il pense que s'il est lui-même avec son abondance, mais il sera pas aimé. Ouais, s'il est authentique, ouais. On est des bêtes sociales et on veut être accepté par le groupe aussi. Donc, des fois, ça peut venir influencer comment qu'on agit, qu'est-ce qu'on veut projeter. Ouais. Ça nous habite parce que la plus grosse tribu, ben, il était en sécurité, il mangeait mieux, puis il y avait toute la tribu pour les protéger. Ça fait qu'on veut faire partie de la tribu. Mais le problème, c'est qu'on fait partie de la tribu, mais on visualise nos différences au lieu de voir ce qui nous unit. Tu rencontres quelqu'un, puis ce que tu vois, ben, c'est les différences. Il est conseiller, il est planificateur financier, il fait de l'argent, il fait ci, il fait ça. Mais au-delà de ça, là, en dedans, là, il y a une personne humaine, puis t'es dans sa tribu. C'est bien plus qui nous unit avec les autres, qui nous différencie, tu sais. Exact. Vraiment intéressant. Éric, tu as 7 enfants, c'est ça? C'est ça. Ils ont quel âge? Ils ont 31 ans, 30 ans, 28 ans, 26 ans, 8 ans, 4 ans et 1 an. OK. Il y a des adultes, il y a des jeunes enfants. Ah ouais, il y a des adultes. Je suis grand-père même. Ah, wow, une belle grande famille. Puis il y a de mes filles qui sont plus jeunes que mon petit-fils. Fait que c'est des matantes plus jeunes que leurs neveux. Oh, c'est vraiment intéressant, ça. Puis on n'a pas fini d'en avoir. On n'a pas fini. On va en avoir un autre. Ouais, non, je sais, quand je lisais tes livres, tu exprimais à quel point tu aimes vraiment ton rôle de père. Mais justement, je voulais te demander, est-ce que tu penses que la façon dont on a été élevé par nos parents, parce que là, on est dans le sujet de l'argent, là, est-ce que tu penses que ça influence la façon qu'on élève nos enfants, mais par rapport à leur relation avec l'argent? Ben, c'est clair. Puis ça, c'est la première slide de mes conférences. Ah oui! Ouais, la première slide de mes conférences, ben, pas nécessairement en lien avec l'argent, mais en lien avec nos parents nous transmettent un modèle. Tu sais, puis je monte une photo du film Les Croods, la famille préhistorique. C'est absolument génial ce qui se passe là-dedans. Ce qui se passe là-dedans est vraiment une super bonne représentation de notre mode par défaut, de notre instinct de survie. Puis quand on prend pas conscience de ces pièges-là, mais on se retrouve ni plus ni moins comme une personne préhistorique à vivre dans la survie. Puis ton deuxième choix, c'est la mort. Puis ça vient t'habiter à un autre niveau quand tu es un parent. Fait que quand tu es un parent, ben comme on voit dans les Croods, tu enseignes à tes enfants qu'il faut que tu rentres dans la grotte avant une certaine heure, que tu mettes la grosse roche devant la grotte, il faut que tu te couches avant le lever du soleil. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent est une menace à ton existence. Puis en théorie, les parents pensent qu'ils font ça pour le bien de leurs enfants, mais ce qu'ils font n'est que transmettre leur modèle de peur aux enfants. Puis moi, j'ai souffert de pas d'argent, moi, j'ai souffert de trop d'argent, moi, j'ai souffert, fait que toi, tu vas faire ça. Fait que souvent, ce qu'ils transmettent aux parents, c'est un modèle justement de survie et de peur, pensant bien faire, pensant que c'est de l'amour inconditionnel d'une certaine façon, tu sais. Puis là, ben, c'est pour ça que la plupart d'entre nous, ben, on pense qu'on est en probation. On va mériter d'être aimé, puis on va bien faire dans la société tant et aussi longtemps que tu valides les coches que tes parents t'ont montrées. Puis ça, c'est quelque chose d'important aussi que le docteur Gabor Maté, il parle. Tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais tes parents vont t'avoir dit que pour faire partie de la tribu, pour faire partie de la famille, pour être en sécurité, tu dois faire certaines choses, qui est le modèle de peur de tes parents. Puis les autres, ils veulent bien faire, tu sais. Puis moi, j'ai élevé mes premiers enfants de cette façon-là, sans trop comprendre. Puis en même temps, de ton intuition, de tes émotions, des fois, qui te disent que ce que tes parents te disent que c'est pas ce que tu dois faire. Mais là, tu es en deux conflits. Le conflit de t'écouter, d'être authentique, puis le conflit d'être aimé, ton besoin d'être aimé, puis faire partie de la tribu. Puis souvent, ce qui va arriver, ben, c'est que tu vas renier ton authenticité, tu vas renier ton intuition dans l'intérêt, l'intention de combler ton besoin d'appartenance puis d'amour de la tribu. Puis comme Gabor Maté il dit, avant, quand on était des chasseurs, si tu reniais ton authenticité et ton intuition, tu survivais pas. Il y a un prix immense à se renier puis à adopter de façon inconsciente dans un instinct de survie
le modèle d'argent, qui est peur de l'argent ou le besoin de l'argent ou peu importe, qui vient de la peur de tes parents. Peur d'en avoir ou d'en manquer ou d'être jugé ou peu importe. Ouais, on le voit avec certains parents, surtout aussi dans certaines cultures où c'est plus prédominant, où il y a une tendance à pousser leurs enfants vers certaines carrières prestigieuses ou certaines carrières qui donnent un certain statut aux rémunérateurs. Moi, je viens de la culture haïtienne, je sais que ils poussent beaucoup par rapport à l'éducation, là. L'éducation académique, parce qu'il y a différentes sortes d'éducation. Moi, ma famille, c'est une famille très modeste. Mes parents ont travaillé 2-3 boulots pour être sûr que j'ai une éducation universitaire. Puis je le vois que ça m'a conditionné parce que là, j'ai 2 enfants, une de 4 ans qui va rentrer à l'école l'année prochaine et un bébé. Puis moi puis ma copine, on commence déjà à parler, est-ce qu'on devrait la mettre en école privée? C'est pas une obligation pour bien réussir, mais je suis conditionné à vraiment mettre l'éducation comme une priorité, quitte à nous limiter là dans d'autres aspects de notre vie. Donc tu le vois que ce que mes parents m'ont inculqué, c'est comme mon normal à moi, mais c'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis en ce moment. Mais bravo d'avoir une prise de conscience, bravo de le voir, de te poser la question. Mais d'envoyer tes enfants à l'école privée n'est pas de mauvaise chose comme telle, mais c'est quoi l'intention derrière? C'est-tu la peur ou c'est le désir de leur donner un environnement dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir, s'exprimer, puis apprendre, puis se dépasser? Il est là le questionnement par rapport à l'argent. D'une certaine façon, c'est quoi qui te motive? Parce que faire de l'argent, c'est pas mal. Mais c'est quoi qui te motive? C'est-tu la peur d'en manquer, la peur de pas être important, la visibilité, t'en veux-tu plus que les autres? Ou le désir de contribuer dans ta business, de servir, puis après ça, ben, l'argent est juste comme, je le disais tantôt, de la liberté, de la flexibilité qui t'arrive, puis qui ne fait pas que t'es riche ou que t'es pauvre, parce que si tu viens pour servir, t'es riche tout le long. Exact. En lisant ton histoire, tu partages beaucoup ton modèle familial, que tu viens d'une famille de médecins, ton grand-père, ton père, puis ça venait avec un certain modèle, du moins dans les yeux des gens, et toi, tu as travaillé dans les hautes sphères de la finance. Est-ce que tu penses que tout ça, ça a fait que tu as eu une influence dans le choix de carrière de tes enfants? Je suis juste curieux. Est-ce qu'il y a eu, soit conscient ou inconsciemment, une influence pour les guider vers certaines carrières ou... Ben, c'est clair. OK. Ben oui. Mais ça, on y reviendra par rapport à mon choix de carrière à moi, là. Si tu veux, par rapport à mon enfance, mais ma plus vieille est médecin, comme mon père puis mon grand-père. Les 2 autres suivantes ont étudié au HEC et la 4e de la première batch est actuelle. Oh, wow, OK. Donc, ça reste un peu dans soit la santé ou soit tout ce qui est financier. Donc, c'est très... La pomme tombe pas très loin. Ah non, mais c'est clair que je l'ai retransmis, ce modèle-là, moi aussi. Là, mes jeunes, je sais pas ce qu'ils vont faire, eux autres, ils vont être coach, conférencier, yogi, ils vont boire du jus vert dans le bien-être. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire, là, tu sais, mais... T'as eu plusieurs vies, donc ils ont le choix parmi toutes les vies que t'as eues. Il y en a qui vont devenir des yogis. Ouais, exactement. Mais tu sais, j'essaie de moins transmettre ce que tu disais par rapport à tes enfants. Moi, c'était pareil, là. Les enfants en 3e année qui avaient un mauvais examen, là, c'est moi qui est en train de rater ma vie. Là. J'avais toute cette pression-là. Tu sais, c'est ça qu'on se met comme parents. Tu les supportes, puis tu les guides, puis tu veux qu'ils réussissent. Mais pourquoi? Parce que tu vis dans la survie ou la mort. Puis si tu coules ta 3e année, ça veut dire que tu vas échouer ta vie. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Eric, parce que ça me fait penser, je sais pas si tu as vu le film avec Louis Morissette, Le Guide de la famille parfaite. Ouais. Bon, ben ce que tu viens de dire, je le vois, puis pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu le film, c'est vraiment, ça parle de la tendance, en fait, des parents à vouloir hyper performer, tu sais, avec leurs enfants en faisant trop. On le voit, là, maintenant, autour de nous, je suis sûr que plusieurs personnes vont se reconnaître qu'on pousse nos enfants à faire plein d'activités sportives, musique, tout, à suivre plein de règles et on veut la performance académique sportive. Ça, c'est pour sécuriser les parents. Ils pensent que c'est pour l'enfant. Ça vient de leur triste puis qu'ils sont en manque, mais là, leur voisine le fait. Ils les amènent dans les cours de ballet, dans les cours de musique, dans les cours de piano, puis c'est eux autres qui le font pas, mais leur enfant va être inadéquat, puis eux autres, ça va être une mère inadéquate. C'est vrai, ça. Donc, c'est beaucoup dans le comparé aux autres. Ça rentre, puis on va en parler un peu plus, là, mais c'est... Mais c'est pour ça le lien avec ce que je disais tantôt, c'est quoi le bonheur? C'est quand t'es bien avec toi-même, quand tu t'acceptes toi-même, t'es plus dans ce prisme-là que t'es moins que les autres, que t'es inadéquat, que t'es pas assez. Puis après ça, ben, tu te dis, ben, si ça fait, là, de faire des cours de piano, ben, ça fait. C'est ça qu'on veut.
C'est pas par rapport à personne, puis c'est pas avec l'impression de pas être assez. Mais laisse-moi te demander, parce que ça fait un bon lien avec l'hyperperformance, parce que on valorise beaucoup dans notre société l'hyperperformance. Puis c'est ça qu'on fait avec nos enfants, justement. On veut qu'ils soient performants partout. Toi, de ce que je comprends de ta personne, quand tu fais quelque chose, tu y vas à fond. Donc, quand tu fais du sport, tu pousses tes limites. Tu as même fait 4 Ironman. Et au travail aussi, tu as été un bourreau du travail dans le monde de la finance avec le soif du succès. Puis justement, ça t'a donné justement des très grands succès. Toute cette hyper-performance-là qui est valorisée dans la société, est-ce que c'est sain? Et on parlait des enfants. Comment trouver l'équilibre entre vouloir que nos enfants soient bien outillés là, pour la jungle du monde? À un moment donné, on doit les laisser s'envoler d'eux-mêmes, mais aussi on veut que ça soit sain, qu'ils vivent leur vie à fond. Tu sais, moi, en tant que nouveau parent, là, il y a toujours cette dualité-là dans ma tête. Je veux qu'ils soient très outillés, mais en même temps, je veux pas non plus trop faire puis trop leur pousser parce qu'il y a toujours tout le problème aussi des enfants. On voit ça de plus en plus qui commencent à développer de l'anxiété plus tôt. Hein? Comment qu'on balance tout ça selon toi? Tu sais, on veut les donner des outils, mais on veut pas non plus qu'ils deviennent des anxieux de la vie. J'étais un hyper performant. Là, tu sais, je veux dire, j'avais mes 4 enfants monoparentales. Je m'entraînais 25 heures par semaine pour faire Ironman. Si j'étais un preneur de risque, j'avais un book de gestionnaire, de trader, plein de fun. Puis, tu sais, c'était chez Morgan Stanley comme bond trader. C'est quoi ma limite? C'est 100 millions, 500 millions, 1 milliard. Tout le temps, j'étais hyper performant aussi dans ma capacité d'utiliser ma limite de risque. Et être hyper performant, c'est correct, c'est pas un défaut. Ce qui compte, c'est l'intention. Pourquoi t'es hyper performant? L'intention derrière l'hyper-performance. Si l'hyper-performance vient du prisme que t'es en manque, t'es pas assez, t'as besoin d'être sécurisé, t'as besoin d'être aimé, il y a aucun montant de succès qui va suivre la performance, l'hyper-performance qui va te nourrir parce que ça part de toi. Et d'un autre côté, si tu l'as à donner, puis chacun a sa vitesse. Il y a des gens qui vont travailler 25 heures, c'est leur vitesse. Des gens qui vont travailler 70 heures, c'est leur vitesse. Ils sont sur un X, puis ils sont dans un état de flow. Est-ce que la perception d'espace et de temps change? Puis l'important, c'est d'être connecté là. Puis on a une mission, on a tout quelque chose à offrir. C'est là que tu es nourri par la vie. C'est quand tu offres ce que tu as à offrir qui est en abondance pour combler des besoins au-delà des tiens. Si tu es dans cet environnement-là, puis ça veut dire travailler 50, 60 heures par semaine, mais tu viens pour donner. Tu viens pour servir, pas pour te sécuriser, pas pour prendre du cash, pas pour prendre de la reconnaissance. Tu viens pour donner, à ce moment-là, c'est une hyper-performance qui est saine, tu l'as offert. Si tu as 50 heures à offrir, mais tu veux faire l'espèce de, pas Liberté 55, mais tu veux repousser cette réalité-là, tu veux repousser ce besoin-là en toi pour dire, moi, je suis libre, j'ai pas besoin, puis carpe diem, puis peu importe. Mais je pense que tu es en prison. Je pense que tu n'es pas bien parce que du talent non réalisé, ça devient de la souffrance. Puis moi, je l'ai vécu, ça, tu sais, je veux dire, à quelque part, en 2019 et 2012, où est-ce que je repoussais ma capacité d'offrir, de contribuer, pensant que j'étais comme libre. Mais c'est pas libre quand tu repousses ton besoin de contribuer. Pour faire le lien avec les enfants, j'essaie de pas les encourager ou de pas les punir selon mon modèle de ce que je pense qui est bien, puis de ce que je pense qui n'est pas bien. Ça fait que j'essaie d'y aller comme un coach. Pourquoi tu as fait ça? Hey, j'ai eu 100%. Ah ouais, bravo, mais comment ça a été? À quoi tu pensais? Qu'est-ce qui a fait que tu as atteint ce résultat-là? Tu te sens comment d'avoir eu 100%? Ah ouais, puis qu'est-ce que tu vas apprendre de ça? Puis même chose, tu as eu 60%. Pourquoi? C'est quoi le questionnement derrière? Puis de les amener à réfléchir, puis de les amener, comme j'ai commencé aussi, à les accepter puis à aimer le résultat qu'ils sont, à s'aimer au-delà du résultat aussi, puis d'arriver à développer un amour-propre et une sécurité de qui ils sont puis de ce qu'ils font juste par eux-mêmes. Et non selon mon prisme de « faut que tu sois médecin », puis si tu fais pas ça, tu vas pas réussir. Très sage, c'est très sage. Parlons maintenant un peu plus de bonheur, Éric. On parlait de l'hyperperformance, comment c'est valorisé dans la société, mais ce qui est aussi valorisé, c'est le succès. Puis le succès, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui associent le succès à l'argent et après le bonheur à l'argent. Donc, moi, je sais que toi, comme qu'on va découvrir dans notre conversation,
tu avais atteint beaucoup de succès financiers qui t'ont permis d'atteindre une vie que plusieurs rêvent. Donc, tu voyageais, par exemple, en première classe, tu avais des voitures luxueuses, une belle grosse maison, mangeais dans les meilleurs restaurants. Est-ce que tu étais heureux pendant ce temps-là? Avec tous les biens matériels ou tout ce que les gens associent au bonheur, si on peut dire. J'avais des bouts heureux. J'avais des bouts heureux parce que la personne connectée, la personne semi-consciente était pas tellement loin. J'ai eu quelques phases d'éveil là, dans ma vie. Tu sais, une à 20 ans, une quand j'ai eu le cancer à 36 ans, puis c'était pas tellement loin, mais j'étais capable d'apprécier les enfants, certains amis, les voyages, mais mon prisme à moi était le manque, la peur de pas être aimé, la peur de pas être assez bon. Ça, c'était le lien que je voulais faire. Puis en même temps, mais ça, c'est en raison comme de ma relation avec ma mère qui était difficile, qui est partie quand j'avais comme 6 ans. Là. Puis en même temps, de l'autre côté, j'avais mon père qui partait le matin, travaillait à 8 heures, puis qui revenait le soir à 10, 11 heures, puis qui était médecin dans ce temps-là, puis qui en faisait. Ça fait que c'était comme un prisme entre la peur, l'insécurité absolue et la performance. J'ai navigué comme entre les deux, là, tu sais, dans un environnement insécure, j'ai peur. Puis le modèle que j'ai pour sortir de la peur, c'est d'aller dans l'hyper-performance. Quand je me suis retrouvé là, chez Brevin Howard, le salaire moyen chez Brevin Howard l'année que j'étais là, c'était l'équivalent du gros lot de la 649. C'est absurdité totale. Tu sais, puis une des questions qu'on me demande souvent, qu'est-ce qui serait arrivé si tu serais resté là? Je serais probablement immensément riche, probablement malheureux et pas en santé. Pas nourri par la vie, pas en tout. Un gros compte de banque, bien rempli, mais vide dans d'autres aspects de la vie. Ce que tu appelles un pauvre riche. Un pauvre riche, ouais. Mais justement, si on revient un peu en arrière puis on chemine dans ton parcours professionnel et personnel, je te ramène dans la période du début des années 2000. Donc, c'est la tempête dans le monde boursier. Pour ceux qui s'en rappellent, la bourse est en chute libre avec l'éclatement de la bulle technologique, mais il y avait aussi les attentats terroristes sur les tours jumelles. Toi, pendant ce temps, tu as 4 enfants, tu travailles 50 heures semaine, si je comprends bien, et tu traverses des périodes vraiment sombres de ta vie. Le marché en chute libre, perte d'emploi, divorce, cancer. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette période de ta vie-là, mais aussi comment ça a influencé ta définition du bonheur dans ce temps-là, mais au fil de temps et ta façon de voir la vie en général? À la fin des années 90, je quitte Morgan Stanley. Après 6 ans, je reviens au Québec, puis je deviens le 2e plus gros actionnaire d'une compagnie de gestion de portefeuille. Juste avant la crise des dot-com. Puis moi, je connais pas ce business-là. Tu sais, moi, j'arrivais du courtage, j'étais un trader d'obligations, puis là, je suis en gestion de portefeuille. Je connaissais pas ce business-là. Puis l'opportunité est arrivée de privatiser la compagnie. C'est une compagnie publique. On l'a amenée privée avec un fonds de private equity. Puis, moi, j'avais économisé, de l'argent à Wall Street, à Bay Street. Je mets tout cet argent-là, puis j'emprunte 3-4 fois plus des millions de dollars pour devenir le 2e plus gros actionnaire. C'est quoi l'intention derrière? C'est-tu de contribuer? C'est-tu parce que je connais ça? C'est-tu parce que je veux faire une différence? Ton intention derrière, c'est parce que j'ai peur. Pour me sécuriser, pour être important, pour aller avec qui je pense que je suis, je deviens le 2e plus gros actionnaire. Ça part du prisme, du manque, de l'impression de ne pas être assez, puis dans l'intention de se sécuriser. Tu sais. Fait que ça, c'est juste avant le crash des dot-com. Les marchés ont chuté de 35%. Les actifs de la compagnie qu'on venait d'acheter ont chuté de plus de 50%. Puis la valeur au livre avait chuté comme de 85%. Ça fait qu'en dedans d'un an... Oh, quand même! Ouais. Tu sais, puis je veux dire, en dedans d'un an, j'avais perdu toutes mes économies à Wall Street, à Bay Street, mais j'étais resté avec les dettes, plus d'1 million de dollars négatifs, mon bilan personnel techniquement faillite. L'année suivante, j'ai le cancer en 2001. Puis l'année suivante, en 2002, ma femme est partie avec mon partenaire de ski, ce qui faisait de moi officiellement comme un cocu. Tu sais, fait qu'en dedans de 3 ans, j'ai perdu mon cash, ma santé, ma femme, mes enfants, ma maison, mes enfants une semaine sur 2. Tu sais. Qu'est-ce qui est resté? Il est resté tout le reste de qui je pensais que j'étais. Puis il est resté ce qui n'est pas vulnérable à la loi des accidents. Puis ça m'a permis de me définir autrement. Tu peux plus te définir par rapport à ton argent. Tu peux plus te définir par rapport à ta carte postale. Mes filles, ils sont blondes. Mes 4 belles blondes là, qui ont juste 5 ans de différence de la plus vieille à la plus jeune avec la belle grosse maison. Puis tu peux plus te définir
quand t'es cocu à part de ça, là, c'est comme tu te vends pas de ça, là, t'as pas comme un message, une image de perfection, là, t'es comme le loser un peu, là, t'sais. Fait que ça m'a permis de toucher le fond, de me redéfinir autrement. Puis aussi, il y a quelque chose de particulier dans le fond. Tu peux plus rien perdre. Fait que c'est assez sécurisant. Quand tu as tout perdu, tu peux plus rien perdre. Ça fait que je suis allé chercher une forme de sécurité là-dedans. Puis aussi, quand j'ai eu le cancer, je l'ai dit tantôt, là, mon prisme était la peur de pas être aimé, la peur de pas être assez bon. Puis en même temps, ben, pour combler cette peur-là, j'utilisais le modèle à mon père qui était l'hyper-performance. Fait que moi, j'étais comme un tough dans un environnement hostile parce que j'avais peur puis parce que je me sentais pas assez. Fait que quand tu fais ça, ben, t'es déconnecté de tes émotions, déconnecté de ton cœur, t'es dans ta tête. Moi, j'étais comme le petit chihuahua qui gère après les gros Doberman. Fait que quand j'ai eu le cancer, ben, ça m'a permis de sortir de ma tête, me retrouver dans mon cœur, me mettre à pleurer, écouter de la musique italienne, visualiser mes funérailles. La pensée de la mort t'a donné une autre perspective. La pensée de la mort m'a rendu vivant. Oh, wow! Ouais. La pensée de la mort m'a rendu vivant, m'a sorti de mon pilote automatique, m'a reconnecté avec mes émotions, mon authenticité. Puis, j'ai eu envie à ce moment-là aussi de commencer à méditer, me familiariser avec le bouddhisme et ainsi de suite. Fait que j'ai cultivé une spiritualité à ce moment-là. Fait que j'avais trouvé une sécurité dans le fait que je ne pouvais plus rien perdre. J'ai cultivé une spiritualité qui m'a permis de transcender mon esprit de crude, mon esprit de survie, mon esprit qui vit dans la polarité entre la survie et la mort. Puis ça m'a permis de m'aimer, de m'accepter, puis de faire des choix conscients. Puis bien que ma vie, en apparence, avait complètement changé, d'aller cultiver le bonheur au quotidien. Mais ça a marché jusqu'à la prochaine crise. Tu sais. Ah, ben justement, c'est parce que il y a la crise du début des années 2000, puis après, ça commence à bien aller au niveau financier dans le monde, et on arrive vers la fin de cette décennie-là, qu'on appelle la décennie perdue aux États-Unis, là, 2008-2009. T'as survécu à ton cancer, t'as une nouvelle relation avec une nouvelle conjointe. Puis là, on recommence dans une crise financière où le monde financier s'écroule. Il y a des grandes faillites, des géants comme Lehman Brothers, Bear Stearns. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ce qui se passe, c'est que avant ça, dans la spiritualité, j'ai travaillé fort avec le gestionnaire de portefeuille avec lequel je travaillais pour rebâtir la compagnie. On était allé chercher des nouveaux clients, on a parti des nouveaux fonds, on a fait des bonnes transactions. Puis moi, quand tu n'as plus peur de perdre, quand c'est plus à propos de te sécuriser ou de prouver, ce que tu vois sont des vraies opportunités. Puis ça m'a permis, en tant que gestionnaire de portefeuille, d'avoir les 5 meilleures années de ma vie comme gestionnaire. Fait que c'était une période saine de ta vie, là. Tu travaillais sur toi-même personnellement, mais aussi ça commençait à aller bien aussi. Aller très bien. Ouais. Très, très bien. J'ai complètement rebâti ma vie, comme tu as dit, avec une nouvelle conjointe. Point de vue personnel, professionnel, on a tout rebâti la compagnie. Point de vue personnel, ma santé financière a passé d'un gros négatif à un plus gros positif. Bien que j'avais cultivé une spiritualité, j'avais pas compris que notre instinct de survie, que le crude qui est en nous autres, qui a fait survivre l'espèce humaine, qui est vraiment imprégné là, en nous, dans notre subconscient, si on n'en prend pas conscience, puis si on le déjoue pas au quotidien, ben il va revenir. Puis là, ben moi, je regarde ma vie. Fait que là, quand j'étais au fond du baril, j'avais besoin de tout ça. Moi, là, faire de la méditation puis du bouddhisme. Là, j'ai rebâti ma vie au grand complet. J'ai plus besoin de ça. T'sais. Fait que là, c'est quoi les prismes qui reviennent? C'est le prisme de la peur, le prisme de pas en avoir assez, le prisme d'être en manque. Fait que là, je laisse aller mon cœur, je reviens dans ma tête en manque. Puis ce que je décide de voir, ben, c'est mes chums qui sont restés à New York, qui travaillent pour des gros hedge funds. Ils sont payés 10 fois plus de cash que moi. Fait qu'au lieu d'être riche de ce que j'ai, ben, j'upgrade mon modèle de comment la vie devrait être. Puis mon modèle de comment la vie devrait être est comme celle de mes chums. Puis au lieu d'être riche de ce que j'ai, je suis pauvre de la différence entre ce que mes chums font et ce que moi je fais. Là, je suis dans ma tête, à me torturer, à me fâcher. Puis je suis pas plaisant à travailler avec. Puis mes associés, ben, sont un peu pognés, là, tu sais. Puis l'image que je donne dans mes conférences, c'est celle de Ed Norton dans Fight Club, là, tu sais, quand il se bat lui-même, fait semblant que Brad Pitt est là pour y sacrer des points d'en face, mais c'est lui qui se les donne, tu sais. Donc là, moi, je suis dans l'automutilation.
à broyer du noir. Puis de fil en aiguille, ben c'est là que je me retrouve à aller chez Brevin Howard en 2008, qui est pour moi la consécration du succès. Finalement, j'ai la reconnaissance de mes pairs, les gens que j'enviais qui travaillaient pour les Go Hedge Funds chez Soros, chez Caxton, et ainsi de suite. C'est eux autres qui m'appelaient pour me dire « Oh my God, Eric, t'es chez Brevin Howard », qui était comme les Yankees de la finance à l'époque, là, qui était le plus gros hedge fund macro, ben ouais. Les grosses ligues, là. Absolument. La grosse ligue. Fait que là, moi, finalement, ben, tu sais, j'avais les mains dans le plat de bonbons, puis j'étais pour réaliser tous mes rêves, ou les rêves de qui je pensais que j'étais, ou les rêves de la personne qui a peur, ou les rêves de la personne qui est en manque, ou les rêves de celui qui veut prouver à tout le monde que je suis meilleur que vous autres. Il n'y a rien de mal à travailler chez Brevin Howard. Il n'y a rien de mal à faire des millions de dollars. Mais c'est pourquoi tu veux le faire. Fait que moi, j'arrive avec ce vide-là, avec ce manque-là, avec le trou en plus, puis toutes les émotions négatives, toutes les batailles que j'avais eues avec moi-même avant de quitter. Là, je me retrouve là, puis c'est là, tu as parlé de quand Bear Stearns a fait faillite. Moi, j'avais vu venir la crise. Les hedge funds font de l'argent tout le temps, mais quand tu as des corrections, les marchés vont chuter de 10, 15, 20, 25, 30% rapidement, alors qu'ils vont monter de 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur une période d'un an. Et quand tu as des corrections boursières, c'est souvent des opportunités de prendre le marché à contre-pied, de faire beaucoup d'argent rapidement. Puis moi, dans la nuit que Bear Stearns n'a pas fait faillite, mais s'est fait racheter à un prix de faillite par JP Morgan, entre minuit et 4 heures du matin, moi, je t'ai payé un gros pourcentage de ça. Ça fait que je venais de faire mon meilleur salaire à vie en 4 heures seulement. Puis là, la crise arrive, là, tu sais, puis ça commence. Puis moi, j'ai le portefeuille positionné, là, pour bénéficier de tout ça. C'est là que tu as fait 10 millions pour la firme en 4 heures, c'est ça? 10 millions US. OK. En 4 heures. 14 millions canadiens. Il y a 15 ans. Ça vaut peut-être le double aujourd'hui. Avec l'inflation, là. Ouais. C'est correct. Tu sais, c'était une bonne journée. Puis ce qui m'avait valu une coupe de courriel d'Alan Howard puis du risk manager le lendemain là, pour savoir comment est-ce que j'avais réussi à faire ça, tu sais. C'est sûr, c'est tout un accomplissement. Exactement. Mais question, c'est tout un accomplissement. Tu voulais te retrouver dans les grosses ligues, donc les gros hedge funds, et en plus, tu livres la marchandise, je veux dire, tu fais un gros coup financier. Comment qu'on se sent? Un sentiment d'euphorie, de joie ou le vide que tu exprimes est encore là? Comment qu'on se sent quand on atteint l'apogée, en fait? Vertige. Oh my God! C'est en train d'arriver, là. C'est un nuage, vertige. Finalement, là, tout ce que j'ai désiré dans ma vie est en train d'arriver. Mais le prisme, c'est que là, je suis plus dans l'équilibre. Je suis dans ma tête, je suis dans la peur. Je trade bien quand même, mais je trade comme un fou, là, tu sais, je veux dire, je trade 20 heures par jour, je n'arrête pas. Mais il y a comme vraiment comme un feeling là, d'être étourdi. Puis, Morgan Stanley a failli faire faillite. Je veux dire, John Mack est allé au Japon, je me souviens pas c'est quelle banque japonaise le vendredi, on pensait qu'il faisait faillite, il est allé au Japon le week-end, il est revenu le lundi, puis il y a eu de l'argent dans une banque japonaise. Lehman a fait faillite. Puis, moi, je travaillais pour le bureau de New York. Brevin Howard est un hedge fund de Londres. Quand on voit les grandes banques d'affaires se retirer, puis c'est un hedge fund à 35 milliards, leveragé 5-6 fois, ça veut dire qu'à tous les jours, vous prenez à peu près emprunté 200 milliards de dollars. Et là, les prêteurs disparaissent, décident de fermer son bureau de New York. Même dehors, 500 000 personnes à peu près ont perdu leur job en finance en même temps. Puis 8-9 millions d'Américains. Pour ceux qui étaient impliqués là-dedans, c'était comme une mini-réplique de 1929. Là, tu appelais des gens pour savoir, vas-tu m'offrir une job? Mais les gens savaient même pas s'ils étaient pour avoir une job, si la bâtisse était pour être là, si la compagnie était pour continuer d'exister. C'était la tempête parfaite à ce moment-là. Puis t'associais cette job-là justement à ce statut de prestige, puis le perdre, ça doit avoir fait quelque chose. Ben, écoute, moi, j'avais passé tellement de temps dans ma tête à tirer sur quelque chose que je savais pas sur quoi je tirais puis pourquoi je le tirais. Tu sais, puis comme je l'ai dit tantôt, travailler chez Brevin Howard, faire des millions de dollars par année, tout ça, c'est correct, mais c'est quoi qui est derrière? Tu sais, puis moi, c'était le besoin d'exister, de me sécuriser, d'être meilleur que les autres, puis peu importe. Fait que moi, je m'étais identifié à ça. Moi, dans ma tête, je valais Brevin Howard, puis j'étais vide d'émotions.
Fait que tu m'enlèves ça, et là, j'ai plus rien à retomber. Là, tu sais, tantôt, je disais, le fond du baril est confortable. Là, le fond du baril est loin en tabarnouche parce que où c'est que j'étais? Moi, j'étais dans un vertige. J'étais sur le top du building, là, tu sais. Puis là, le fond du baril est loin, puis je le trouve pas, puis je le trouve pas. Puis je suis dans l'illusion. On est tous dans l'illusion, d'une certaine façon. On projette tout le temps sur la réalité nos désirs, nos peurs, mais là, je suis dans l'illusion fois 1000. Là. Fait que moi, si tu m'offres pas une job égale à ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que le monde m'appelait et disait, écoute, Eric, il y aurait peut-être une job pour toi dans notre équipe. Non, non, non. T'as pas compris. Là. Quand la job à ton boss va être disponible, là, tu m'appelleras. Il y avait beaucoup d'ego. Ben, de l'ego, l'illusion, comme tu le veux, là, tu sais, mais un an après, je me suis fait offrir une job pour un gros fonds souverain, là, tu sais, l'équivalent de la caisse de dépôt en Australie, là, tu sais, puis ils m'ont offert d'être en charge de leur revenu fixe. C'est une grosse job en finance internationale, là, tu sais, d'être en charge de tout chez Brisbane Investment Corp. Enfin, puis le salaire était vraiment très, très compétitif à l'échelle mondiale, là, dans cet environnement-là, après la crise. Mais, à quelque part, entre 10 et 20 fois moins élevé que ce que j'avais fait chez Brevin Howard, mais quand même dans la 1%, tu sais. Puis là, je me suis fait, ça fait que moi, j'avais accepté la job là, en Australie pour gérer le revenu fixe sous la prémisse que je me verrais vivre à Brisbane. Fait que je m'en vais là, en dépression. Ce que je vois, c'est que tu m'offres une job que je vais être payé 5 cents ou 10 cents de ce que je vaux vraiment. C'est une pénitence. C'est une démotion, c'est une humiliation, tu sais, puis je m'en vais là travailler avec vous autres, gang de paysans. Ça fait que je m'en vais passer une dizaine de jours là-bas. J'avais accepté dans la mesure où je me voyais vivre là-bas. Là, je passe du temps dans le bureau et j'appelle un de mes amis qui travaille chez Soros à l'époque. Puis il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Ben, je dis, écoute, je vais être en charge de revenu fixe, puis je vais faire vraiment quand même une bonne paye, puis je vais pouvoir compter. Puis, il me dit, t'es même pas payé. Je suis payé moins que chez Soros. Je suis payé dans le 1%. Fait que je refuse la job, puis c'est la dernière offre en finance que j'ai. C'est fou comment on parle souvent, quand on parle de biais que les humains peuvent avoir, il y a le fameux biais d'ancrage où on reste ancré avec une certaine information ou un niveau. Toi, ton salaire à Brevin Howard, c'était ton ancrage. Donc, tout ce qui se faisait offrir, si c'était pas au même niveau, il y avait cette difficulté-là à accepter d'autres opportunités qui auraient pu être de belles opportunités en fin de compte. Puis ça, c'était, je vous disais, avec la compensation, c'était dans les hauts 6 chiffres, début 7 chiffres, là. Tu sais, c'était une belle paye, là. Mais le billet, l'illusion, ce que tu vois, c'est ça qu'on fait, tu sais. On projette à partir de nos désirs, à partir de nos peurs, sur la réalité au lieu de la voir, la réalité qui n'est pas teintée par ce qui nous manque, puis parce qu'on pense qu'on a besoin pour exister, pour être bon dans le regard des autres. Ça fait que moi, n'importe quoi qui venait en bas de ça était pas assez, m'aurait pas nourri, mais n'importe quoi qui serait venu par-dessus ça m'aurait pas nourri non plus. Puis j'en reviens à ce que tu m'as demandé au départ. C'est quoi le bonheur? C'est de s'aimer puis de s'accepter. Fait que si tu t'aimes puis tu t'acceptes, ben, tu prends ce job-là, t'en prends une autre, parce qu'elle fit avec ce que tu as à faire. Tu as une capacité de faire une différence, tu as une capacité de servir, une capacité. Puis dans le monde dans lequel on vit, si tu es bon dans ce que tu fais, ben, tu vas être payé. C'est pour ça que l'argent qui vient avec, c'est juste une unité pour te permettre de te loger, faire des voyages, c'est ça. Mais tu es riche tout le long. Ce que tu fais avec cet argent-là, après, te donne justement là, de la liberté, de la flexibilité. Tu n'es plus prisonnier de tout ça. Puis si tu as envie de te gâter, tu te gâtes parce que tu le veux, non parce que tu as quelque chose à prouver aux autres. Ouais, exactement. J'aimerais aussi toucher un épisode dans ce temps-là de ta vie. T'acceptes pas des emplois, des opportunités qui s'offrent à toi, mais tu te mets aussi à gérer ton propre argent en attendant et tu prends des gros risques et toute l'épargne que tu as accumulée en 20 ans, que j'imagine était quelques millions, tu les perds en quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas en quelques heures, là, mais il y a eu 2 étapes là-dedans. Celle auquel tu fais référence dans mon livre, ça, c'est les derniers millions et quelques. Ça, j'ai perdu en 3 jours. En 3 jours, oui, OK, oui. Mais avant ça, quand je suis parti de chez Brevin Howard, j'ai ouvert un compte de trading. Puis moi, j'avais vu venir la crise.
je mets mon portefeuille, puis là, je trade avec les mêmes trades que j'avais, tu sais, chez Brabant. Puis j'ai eu une année d'en haut de 7 chiffres pour mon compte personnel à trader pendant que les marchés corrigent. Je me souviens, ma conjointe à l'époque, elle regardait mes statements dans mon compte de trading, puis elle était là, oh my God, mais ça se peut pas, là. T'as fait ça dans un mois, là, tu sais, c'est comme une paye de plusieurs années, elle n'en revenait pas, tu sais. Moi, c'était quoi mon prisme? C'était quoi mon ancrage? C'est que c'était moins que chez Brevin Howard. OK, ça revient à le même dénominateur commun. Fait qu'au lieu d'être riche de ça, j'étais pauvre de la différence. Moi, je suis dans la colère, l'envie, la jalousie. Je suis avec les émotions négatives, puis c'est pas assez, tu sais. Fait que là, j'avais vu venir ça, j'en parle pas dans mon livre, je pense, là, mais j'avais vu venir la correction, je fais toute le cash dans la correction. Puis là, moi, j'avais évalué que le S&P, à ce moment-là, il partait de 1400, 1500. J'avais évalué que sa valeur était environ à 1000, puis qu'à 800, c'était vraiment une belle opportunité. Mais si je suis en équilibre, okay, je mets mon cash là à 800, puis je la jette, tu sais, de façon raisonnable, tranquillement, tout ça. Et moi, je m'aime pas, je suis pas assez, je suis pauvre de ce que j'ai pas. Ça fait que quand je vois la correction qui arrive, j'achète le S&P à 800, mais à levier, tu sais. À levier 3 pour 1. Où est-ce qu'il est allé? Là, dernièrement, le S&P est à 4700, là, puis là, bon, là, il est à 3700, mais tu sais, je veux dire, tu vois, là, je m'étais pas trompé, sauf que 800, qui était cheap, il était plus cheap, puis il était à 666. Puis, à levier, là, j'ai été obligé de, ni plus ni moins, vomir ma position dans ce bout-là. Fait que j'ai eu une grosse perte, là, tu sais, je veux dire, j'avais des swings d'une journée, là, de n'importe quel trader qui aurait tradé de cette façon-là, quand j'étais head trader chez Morgan Stanley, j'aurais mis d'or. J'avais des swings de 6 chiffres personnels. Ça avait aucun sens, mais j'étais dans l'illusion, en dépression, puis avec une croyance limitante, selon moi, que la vie ne méritait pas d'être vécue pauvre. Et c'est drôle, hier, j'ai rencontré un ancien collègue, puis je disais, moi, j'étais dans Leaving Las Vegas, là. Moi, si je suis pas riche, là, je m'en vais. Fait que ça a été la première claque. Après ça, tranquillement, j'ai tradé un petit peu. Puis là, finalement, j'ai eu une idée que les métaux précieux vont performer, puis je décide de mettre toutes mes économies là-dedans. Jouer gros, là. Jouer gros à 3 pour 1, puis je le fais super bien. Puis finalement, ben, j'ai raison, puis j'ai de l'attraction. Puis là, la trade commence à performer. En dedans 3 jours, ce que tu fais référence. Quand tu es à levier 3 pour 1, ça veut dire quand ça monte d'une pièce, tu fais 3 piastres. Et le contraire, quand ça baisse d'une pièce, tu perds 3 piastres. Fait que la première journée, overnight, dans le dimanche, avant que je puisse trader, l'actif perd 10%. Fait que 10% fois 3, ça fait 30%. Puis moi, j'avais gardé mon levier tout le long. Fait que là, je me retrouve là, du jour au lendemain à avoir perdu 30% de tout ce qui me reste. Fait que là, je suis figé, puis là, ça bouge pas. Puis j'ai OK, bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, ça avait monté beaucoup, puis là, ça a baissé de 30. Puis moi, absolument, j'étais un trader discipliné toute ma vie, mais là, je suis dans l'illusion, déprimé, c'est les antidépresseurs. Fait que le lendemain, même chose. La journée ferme, l'instrument ouvre à Tokyo, à baisse de 10% encore. Il n'y a aucune trade entre les deux, tu sais. Fait que là, c'est un autre moins 30, cumulé moins 60. Et la journée après, un autre 10%. Pendant 3 jours, j'ai perdu 90% de tout ce qui me restait, les réals, l'argent de la maison, l'argent de la Ferrari. Wow! Ça me fait penser, nous, dans notre film, on a beaucoup de clients qui sont des anciens traders. Je pense que je t'en parlais l'autre fois quand on se parlait que l'associé de la firme était un ancien trader d'obligation. Donc, ses anciens collègues sont des clients. Puis les gens nous demandent souvent comment ça des gens en finance font gérer leur argent par quelqu'un d'autre. Et la raison est simple. Je pense que tu viens d'exprimer, c'est un exemple qu'on peut être notre plus grand ennemi en tant qu'investisseur. Tu sais, nos émotions, on peut être proie de nos biais et de nos émotions, de confiance, d'avidité, de peur. Puis ça peut être des grands pièges en investissement. On a fait un épisode complet là-dessus, mais c'est tellement un témoignage qui illustre très bien ce côté-là parce que tu es un expert financier, mais tu peux être proie de ton toi-même. Tout à fait. Ton ancrage, tes biais et ta santé mentale. T'as beau être le meilleur trader au monde, si t'es pas en équilibre, si tu comprends pas pourquoi tu fais ce que tu fais, mais t'es dans le trouble, tu sais. Puis à un moment donné, tu peux bluffer, puis tu peux avoir des bons résultats. Soit tu peux avoir des bons résultats jusqu'à temps que t'exploses, tu sais. Parlons de santé mentale, justement. Toutes ces périodes-là, on vient de toucher, Eric, à plusieurs défis de la vie, des épreuves de la vie que tu as dû passer à travers.
éventuellement, ça t'avait conduit vers la dépression et même des pensées suicidaires. Je sais que ça, c'est une autre. On parlait d'argent qui est un peu tabou. La santé mentale, surtout chez les hommes, ça peut être un peu tabou. Heureusement, maintenant, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'ouvrent et qui vont chercher de l'aide, mais des fois pas assez. Juste dernièrement, il y a eu l'histoire à Laval. On entend des histoires malheureuses de papas qui pètent un câble, là, qui craquent mentalement, puis qui font des infanticides avant de se suicider. Et c'est toujours triste, ces histoires-là, mais ça revient toujours sur le sujet de la santé mentale. Toi qui as eu à passer avec ce genre d'épreuve-là, de dépression, pensée suicidaire, comment qu'on ressort d'un gouffre comme ça? Qu'est-ce qui t'a sauvé, toi, si je peux le dire comme ça? Hey, écoute, ça a été un long purgatoire. Je te disais hier, j'étais avec un ancien collègue, puis je parlais de ça, mais c'est difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler de la santé mentale. C'est difficile de parler que tu as été en dépression, que tu as eu des idées suicidaires, parce que les gens jugent. Puis, ben, t'as ce besoin-là d'être aimé, puis de faire partie du groupe, puis de pas te faire juger, puis ainsi de suite, là, tu sais. Mais je te dis, j'ai été chanceux. J'ai été chanceux parce que c'est dans la spiritualité phase 2. Je me suis blessé en m'entraînant pour mon 5e Ironman. J'étais en Californie, j'étais allé faire du yoga. Puis sur le tapis de yoga, il y a quelque chose qui se passe. Ça te permet de sortir de ta tête, ça te connecte avec ton corps, ça te connecte avec ton cœur, ça te connecte avec ta conscience. Tu transistes ton instinct de survie pour être qui tu es et non qui tu penses que tu es. Fait que je reviens sur le tapis, je reviens sur le tapis, je reviens sur le tapis. Puis à un moment donné, je pense il me reste un petit peu d'argent. Je pense à être peut-être propriétaire de studio parce que c'est une belle business. Puis là, je deviens professeur, puis j'ai appliqué pour être prof de yoga en 2010. En 2008, je travaillais chez Brevin Howard. Et tu sais, Chris Rukos, en 2008, mon partner, il a fait 150 millions de dollars. Moi, j'appliquais pour être prof de yoga. La grosse transition de la cravate aux robes, aux vêtements amples. Oui, mais je veux dire, la probabilité que je devienne prof de yoga est nulle. J'aurais jamais dû de ma vie être prof de yoga. Pourquoi tu dis ça? Ben, je veux dire, statistiquement, le gars oui, qu'on regarde ton parcours. Oui, oui. Le gars qui travaille avec Chris Rukos puis Alan Howard, puis du jour au lendemain, il se retrouve prof de yoga, tu sais. En dépression, pauvre. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais dû être prof de yoga, mais une chance que je l'ai été, parce que si j'avais pas eu ça, je sais pas où je serais en ce moment. Tu sais. De devenir professeur me donner un objectif. Un objectif te permet de produire de la dopamine. Te permet de développer, t'en aller vers quelque part. Puis, ben, moi, d'avoir un objectif d'être prof de yoga. L'objectif après, c'était d'avoir un studio de yoga. J'ai été chanceux là-dedans parce que j'avais rencontré Geneviève croyait en moi, mais ça, c'est des histoires que j'ai eu de la misère à dire au début. Mais on a ouvert notre studio de yoga, puis je veux dire, quand mon histoire est arrivée publique, là, tu sais, le gars qui quitte la finance pour être prof de yoga, je t'ai invité comme à toutes les émissions de télé. Là. Je les ai toutes faites, sauf tout le monde en parle, sur la radio, les journaux, tu sais, je les ai toutes faites. Oh, le millionnaire qui a tout quitté, tu sais. C'était pas ça, là. C'est comme ça que j'étais connu en ligne. C'est exactement quand c'était partout. Le financier de Wall Street qui a tout lâché pour devenir prof de yoga, il a changé les voyages à New York à des voyages en Inde avec la barbe et tout. Premièrement, de passer de Wall Street au yoga, ça a été comme une promesse de non-souffrir. L'association que j'ai faite, c'est vous autres, vous me mettez dehors, vous m'aimez pas, mais je vais vous repousser pour ne pas avoir mal. Puis ça, c'est fait de façon inconsciente, puis que je décante les années plus tard. C'est que je me suis laissé pousser à la barbe, je me suis acheté une robe, puis j'ai fait le tour du monde, puis j'ai repoussé tout ça. J'étais incapable d'admettre. Je disais pas que j'avais de l'argent, mais j'étais incapable d'admettre que j'étais cassé. De dire ça haut et fort, là, que j'avais tout dilapidé, mes économies, c'était comme, hey, t'es supposé être un des meilleurs traders au monde, comment ça tu t'es planté ton propre compte, toi là? Ça a aucun sens, tu sais. Quand on a ouvert le studio de yoga, c'est ça, les gens pensaient que j'avais beaucoup d'argent, puis le deal que j'avais fait avec Geneviève, c'est que je mettais 3 fois plus d'argent qu'elle quand on a ouvert le studio, puis le dernier 30 000 $ que j'ai mis, là, ben, je l'ai pris sur ma carte de crédit. De dire que j'avais tout dilapidé. Mais si j'avais pas eu ça, là, ça a été comme ma réinsertion sociale. C'est une aberration que je sois prof de yoga, propriétaire de studio de yoga. Mais ça m'a donné un objectif. Puis l'année suivante, ben, j'ai commencé les conférences. L'année suivante, ben, j'ai commencé le coaching, puis j'ai commencé à
à me reconstruire. Puis comme je te disais tantôt, sinon, ben moi, ça aurait été Leaving Las Vegas. J'ai aucune idée où je serais aujourd'hui si j'avais pas eu cette opportunité-là ou cet objectif-là, premièrement, de devenir prof de yoga. Puis ensuite de ça, j'ai eu la chance d'avoir des studios. Puis tranquillement, mais des gens m'ont appelé pour avoir du coaching, puis faire des conférences, puis avoir des objectifs qui m'ont permis de me rebâtir à tous les niveaux. Puis après ça, mais de avoir des enfants, puis de me marier, tu sais. Puis c'est drôle, tu sais, hier, mon ancien collègue, ma femme est venue me saluer. J'étais au centre-ville, puis ma femme a travaillé à côté, puis elle est venue me saluer avec mon collègue pendant que je dînais avec au restaurant, puis il dit « Hey, sharp, ta femme, tu sais, puis moi, je suis venu, les larmes aux yeux, tu sais. » C'est une chance incroyable que la vie me donne, là, de m'avoir permis de me rebâtir à tous les niveaux, d'avoir des enfants, puis maintenant, ben, d'accompagner des gens du monde des affaires, des CEO, des entrepreneurs, puis beaucoup de gens dans ta business aussi, de les aider à se libérer de leur prison, à les aider à ce besoin de sécurité, d'insécurité, de sentiment d'être inadéquat, d'avidité, pour leur permettre de s'aimer puis de cultiver le bonheur au quotidien. Puis si on va faire 10 millions puis 100 millions avec leur business, ben tant mieux. Mais au moins d'être riche puis d'en profiter tout le long. On a vraiment, Éric, une belle discussion. On pourrait parler pendant des heures et des heures parce que tu es quelqu'un de vraiment intéressant. Mais on va commencer à conclure l'épisode. Je peux pas quitter l'épisode sans te demander pourquoi on t'appelle le yogi de Wall Street, parce que ça, c'est comme ton surnom. Donc, j'aimerais que tu nous éclaires un peu là-dessus, puis après, on va boucler le tour. Mais justement, ça vient d'où le yogi de Wall Street? C'est venu premièrement comme une insulte. Ah oui? OK. Ouais, j'avais un de mes professeurs au studio qui était un professeur très talentueux, mais qui confrontait beaucoup, puis qui ne respectait pas l'autorité d'une certaine façon, et puis les règles, qui rentraient, il ouvrait le studio trop tard, et ainsi de suite. Puis ses classes, il débordait là, à plusieurs niveaux. Puis c'était un gros égo. Puis j'ai dû le remercier malgré son talent. Et lui et certains de ses amis ont peinturé sur les réseaux sociaux que mon style de yoga, c'était Wall Street Yoga. Fait que ça m'a insulté, tu sais. Hey! Je veux pas être Wall Street Yoga. Moi, je veux être yoga. Je suis un bon gars. Je veux que tu m'aimes. Moi, je suis fin, tu sais. Après ça, dans une conférence que j'ai faite pour Infopresse il y a 7 ans, là, je me suis autoproclamé. Tu l'as accaparé. T'as accaparé. Ouais, je me suis autoproclamé ce fois-là. Puis après ça, je l'ai accaparé. Je me suis accaparé le yogi de Wall Street parce que ça représente l'équilibre entre la tête et le cœur. Puis je suis ni Wall Street, puis je suis ni yogi, mais je suis à quelque part entre les deux. Puis quelque chose qu'on a plus ou moins parlé, j'ai dit que j'ai bu le Kool-Aid, mais pour moi, la vie se navigue dans cet équilibre-là, se réfugier dans son cœur, faire semblant que la réalité économique et sociale dans laquelle on vit, puis pas donner ce que tu as donné, puis comme je l'ai dit, là, tu sais, j'ai erré là-dedans, ça c'est de la souffrance. Être juste dans sa tête, se couper de ses émotions, se couper de ce qui t'unit avec les autres humains, ne te permet pas de te réaliser. Fait que de m'appeler le yogi de Wall Street me rappelle au quotidien que j'ai une tête, j'ai un cœur. Puis il faut que je navigue entre les deux. Puis si tu perds ça, là, ben tu reviens dans ta tête, tu reviens comme un crude. Justement, ton livre « Nourrir sa tête sans affamer son cœur » traite de tout ce que tu viens de résumer. Vraiment bon livre que j'ai lu justement avant qu'on se rencontre. Merci pour tout ça. On va clore le podcast, Éric. Puis ce que je voudrais dire avant qu'on se laisse, c'est, comme tu viens de nous partager, tu as eu un parcours vraiment rocambolesque avec beaucoup d'obstacles, mais qui s'est avéré aussi très enrichissant, comme tu nous l'as partagé. Mais ce que je remarque avec toi, c'est que, puis tu le fais aussi dans ta pratique de coaching et de conférencier, tu t'ouvres vraiment aux gens et tu n'as pas peur d'être vulnérable à raconter ton histoire, ce que la majorité des gens n'ont vraiment pas le courage de faire. Donc, je te remercie beaucoup pour cette authenticité. J'aimerais quand même qu'on se laisse, parce que, tu sais, on a quand même 1 heure de discussion. Ça serait quoi ton conseil final ou les points à retenir? Tu sais, si les gens, ils écoutent l'épisode, mais on veut leur quitter avec quelque chose qu'il faut qu'ils retiennent, ça serait quoi que tu dirais que ça serait juste en quelques mots? Ben, ça prend une forme de pratique spirituelle. Sinon, t'es dans ton instinct de survie. Yoga, moi, tous les matins, je fais du yoga, méditation, respiration. Ça peut être marcher dehors, ça peut être regarder le soleil, ça peut être danser avec ses enfants, on danse beaucoup avec tes enfants, ça peut être n'importe quoi qui te sort de ta tête, qui t'amène dans ton cœur. Puis là, tu viens de outrepasser ton mode par défaut, ton instinct de survie, ton ego.
Okay? Puis ça te permet d'avoir une intimité, un lien relativement direct avec ta vie. Puis après ça, tu es une personne humaine. Puis pour moi, le processus est quand je vis des choses. Puis ça me permet de comprendre et de remarquer quand je vis des choses. Puis quand je vis des choses, là, le processus est tout le temps le même. Je m'accueille. Puis je me donne le droit de vivre ce que je vis. Si j'ai peur, si j'ai de la peine, si je me sens pas bien, si je me sens pas aimé, peu importe, je m'accueille là. Je me donne le droit. OK? Une fois que tu t'es donné le droit, tu as désamorcé encore une fois ton instinct de survie. Puis la deuxième étape, c'est je me ramène sur les faits. Est-ce que la personne me dit qu'elle m'aimait pas, ou j'ai compris qu'elle m'aimait pas, ou j'ai eu peur qu'elle m'aime pas? Puis les faits, en vérité, même, elle me dit comme 10 fois qu'elle m'aimait. Et ensuite de ça, la troisième étape de ça, c'est je me responsabilise de quelle façon? Qu'est-ce que je vais faire? Ça prend une pratique spirituelle pour te rendre conscient. Et une fois que tu as ça, tu t'accueilles, tu te recadres sur les faits, tu te responsabilises, tu prends action. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça? Très beau mot de la fin. Puis, Éric, dans ce podcast, on parle souvent d'investissement, de finances, de fiscalité. Quel plaisir d'avoir eu quelqu'un comme toi pour toucher le côté plus humain, le côté plus de la découverte de soi-même. C'est vraiment un vent de fraîcheur. Puis je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Merci à toi, Ruben. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.